Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Prenez le temps de suivre le journal avec nous. Nous sommes le jeudi 19 décembre. Et à la une de l'actualité, l'heure de vérité au procès des viols de Mazan. Le verdict de ce procès hors norme, devenu symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, est tombé ce matin à Avignon. Au terme de 4 mois d'audience, Dominique Pellicot, l'accusé principal, a été condamné à la peine maximale, 20 ans de prison pour avoir pendant une décennie drogué son ex-épouse aux anxiolytiques avant de la violer et de la livrer à des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. L'ensemble des accusés, 51 personnes au total, ont été reconnus coupables. Aucun acquittement n'a été prononcé. Ils écopent de peines allant de 3 à 15 ans de prison. Certaines peines sont inférieures aux réquisitions du ministère public. Je vous propose d'écouter les réactions empreintes d'insatisfaction et de colère en sortie de procès. Propos recueillis par Sandrine Calvérac, notre envoyée spéciale. Un avocat en sortant là nous a dit qu'il avait un message pour nous de la part de son client qui sortait libre. C'était mon client vous dit merde. Voilà le niveau des avocats, voilà le niveau de la justice en France et voilà comment sont traitées les femmes. Vous êtes en colère? Oui, complètement, oui. Des jugements qui sont très en dessous des réquisitions qui déjà étaient basses. Oui, c'est scandaleux. On a aujourd'hui une démonstration de la justice qui a su entendre toutes les excuses les plus piteuses de ces hommes qui ont violé par accident. Et on n'entend pas que les femmes ne peuvent plus supporter de vivre dans une société où le viol est la norme, où la culture du viol domine. Donc oui, on est furieuse, je suis dégoûtée, je suis triste aussi. Les femmes, c'est la moitié des gens. Les violeurs sont 97% des hommes, on en a marre. On en a marre. Je respecte la Cour et la décision du verdict. Je pense aux victimes non reconnues de violences sexuelles. Voilà comment a réagi Gisèle Pellicot après ce verdict à la peine d'emprisonnement de Dominique Pellicot. Sachez qu'est associée une peine de sûreté des 2/3. C'est ce qu'a précisé le président de la Cour criminelle de Vaucluse. En fin de peine, sa situation fera l'objet d'un réexamen pour juger de sa sûreté. Il sera en outre inscrit au fichier national français des délinquants sexuels. Reportage complet sur ce dernier jour de procès et ce verdict du procès des viols de Mazan à suivre dans notre prochaine édition. Une autre affaire qui commence à faire du bruit dans la région. Le maire de la Penne-sur-Ruvaux, Nicolas Bazuki, a été mis en examen pour viol et violence et placé en détention provisoire. Les accusations sont portées par 2 de ses anciennes compagnes. D'après son avocat, l'élu a reconnu les violences et l'aspect toxique des relations, mais pas les viols. La nouvelle fait évidemment réagir les habitants. Écoutez plutôt. C'est un choc. C'est un choc énormément pour la commune de la Penne-sur-Ruvaux. Ça fait 35 ans que je suis ici, monsieur. J'ai jamais entendu quoi que ce soit sur les maires. C'est 5 ou 6 générations de maires. Ça fait mal au cœur de se avouer, c'est-à-dire de faire confiance et de se prendre la main pour la commune de la Penne. Franchement, ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça m'a surpris, oui. Parce que je croyais comme il faut. Je croyais un maire normal, quoi. Je m'en occupe pas, mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il s'occupe de la peine. Après, côté, s'il y a des viols ou autre, cette chose, pour moi, c'est pas ça qui me regarde. Moi, on est des fois en colère, c'est parce que vraiment, il fait que des feux d'artifice, que des défilés à longueur d'année, et beaucoup de Pénois en ont vraiment marre. Vous savez, par les temps qui courent, on cherche qui est honnête, qui est bien. Et ça, par contre, c'est une denrée rare. Des propos recueillis par Enzo Buonalana. Réunion au sommet à Matignon. On parle bien sûr politique nationale avec François Bayrou cet après-midi qui a convié autour de la table une trentaine de responsables, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ou encore les présidents de partis et groupes politiques qui ont eu la responsabilité des affaires du pays à une période ou à une autre de la Ve République. Une formulation qui a exclu le Rassemblement national et la France insoumise. Le Premier ministre a proposé, je cite, de reprendre sans suspendre la réforme très controversée des retraites adoptée en 2023 qui décalait notamment l'âge de départ à la retraite à 64 ans, proposant ainsi
de réouvrir une discussion pendant 9 mois avec les partenaires sociaux et les forces politiques. Dans le même temps, Emmanuel Macron en visite à Mayotte pour 2 jours afin de constater l'étendue des dégâts après le passage dévastateur du cyclone Chido. Arrivé à bord d'un avion chargé de 4 tonnes d'aide alimentaire et sanitaire ce matin, le chef de l'État a d'abord effectué un vol de reconnaissance aérienne avant de visiter le centre hospitalier de Mamoudzou. Il a décrété qu'une journée de deuil national serait en place le lundi 23 décembre. Nos drapeaux seront en berne. Je cite, tous les Français seront invités à se recueillir à 11h. Face à l'urgence, nous mobilisons tous les moyens nécessaires et reconnaissons l'état de catastrophe naturelle. Il a également promis la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les non-assurés. Le chef de l'État se rendra vendredi, donc demain, dans les Bangas, ces habitations précaires. Objectif, toucher toutes les communes en eau et en alimentation d'ici dimanche soir au plus tard. Le dernier bilan, encore très provisoire, fait état de 31 morts et 1373 blessés, dont 45 en urgence absolue. La base aérienne 125 chez nous à Istres, impliquée dans l'envoi de fret au profit de la population de Mayotte. 70 tonnes de fret sont parties hier soir, du matériel de secours et de sauvetage, dont un hôpital de campagne, acheminé par le SDIS du Gard et la sécurité civile de Brignoles, ont été chargés à bord d'un Anthony AN 124, spécialement affrété pour les besoins. D'autres moyens ou renforts pourraient encore être déployés depuis la base istréenne dans les prochains jours. Sur place, il y a déjà les marins-pompiers de Marseille et puis des pompiers du département sont attendus. Les villes de notre territoire manifestent et continuent de manifester leur soutien à l'image de Martigues. Son maire, Gaby Charroux, estime que ce drame vient cruellement rappeler la fragilité de ce territoire, je cite, trop longtemps délaissé par l'État en matière d'investissement et de services publics. À Berlétan, je vous en parlais hier, il y a un partenariat longue durée qui va se mettre en place, mais le Forum de Berre a proposé une autre initiative en complément, une cagnotte qui est créée pour venir en aide aux sinistrés de Mayotte et puis une grande soirée solidaire qui aura lieu le vendredi 10 janvier. Un concert donc avec des groupes locaux et évidemment tous les fonds récoltés pour l'occasion seront reversés à la Croix-Rouge. Vous avez toutes les infos sur helloasso.com. Grippe aviaire, un premier cas détecté chez l'homme aux États-Unis alors que le virus a déjà causé, selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la mort de 300 millions d'oiseaux à travers le monde depuis octobre 2021. Le patient âgé de 65 ans est hospitalisé en Louisiane dans un état critique. Il souffre d'une sévère affection respiratoire. Il s'agit du 61e cas humain de grippe aviaire détecté depuis le printemps dans le pays. On passe au sport avec du football. Le FC Martigues continue sa préparation, même si l'entraîneur a été suspendu de ses fonctions. Depuis lundi soir, vous le savez, Thierry Laurey n'est plus le coach du FCM. Le président Pierre Ventier a décidé de le suspendre après une nouvelle lourde défaite en championnat. En attendant son remplaçant, c'est donc Ibrahim Rachidi, on vous en parlait hier, l'un des adjoints qui assure l'intérim avant l'entraînement ce matin et le match de Coupe de France samedi. Il a évoqué ses objectifs. On l'écoute au micro de Joey Temple. Ça serait prétentieux de dire qu'en 2 semaines, voire en 1 semaine, je vais mettre une patte. Je pense que le plus important, c'est de laver les têtes. De laver les têtes par rapport à ce match de Coupe de France. On essaye de le préparer de la meilleure des manières, en essayant aussi de redonner confiance au groupe. Je pense que c'est ça le plus important, c'est l'aspect mental. Et quand il n'y a pas de résultat, quand ça ne se passe pas au mieux, on a de la chance d'avoir un groupe avec des bonnes personnes, des joueurs qui ont une super mentalité. Parce qu'on sait très bien que dans des conditions pareilles, on pourrait avoir un groupe qui se fracture. Et ce n'est pas le cas, ils sont assez soudés et solidaires. Donc voilà, donc l'idée c'est de redonner confiance au groupe et d'essayer dès samedi d'avoir un résultat positif pour pouvoir bien aborder l'autre partie de championnat.
Dernier match avant les fêtes, donc samedi à Bourgoin-Jallieu, équipe de National 3 de l'Isère. Coup d'envoi prévu à 15h30 précisément. Et puis Coupe de France toujours, l'OM qui rencontrera Saint-Étienne sans les supporters olympiens interdits de déplacement. Ce sera dimanche à 14h45. Tempête de Mistral annoncée pour cette fin de semaine. On en a déjà un avant-goût. Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13 que vous allez entendre dans quelques instants, ne s'était pas trompé. Le vent est en train de se lever ce soir. Alors prudence dans le département. Ce nouvel épisode de vent violent et de rafales intenses est donc prévu à son comble pour la journée de demain. Tempête de Mistral qui s'abattra sur l'ensemble du territoire, je vous le disais, sous un ciel totalement dégagé. Les conditions météo vont donc se dégrader. Demain matin, le Mistral devrait atteindre les 100 km/h, voire plus à l'est de l'étang. Toutes les précisions avec Paul Marquis au micro de Noria Boussena. Ça fait depuis pas mal de mois qu'on n'a pas eu de tempête de Mistral aussi forte. Là, a priori, sur Marseille, La Ciotat et les Calanques, on part sur la plus forte tempête depuis août 2023. Donc ça fait plus d'un an et demi qu'on n'a pas eu des valeurs aussi fortes. Et en termes de prévision, on attend des rafales jusqu'à 100 voire 110 km/h le matin dans les Calanques, donc Marseille, effectivement, La Ciotat, donc tout le sud-est des Bouches-du-Rhône. Et après coup, l'après-midi, on aura des rafales jusqu'à 100 à 105 autour des l'étang de Berre, donc Martigues, Istres ou encore le Pays Salonnais. Donc attention, demain, vraiment forte tempête de Mistral à attendre sur une grande partie des Bouches-du-Rhône. Donc les températures vont chuter en seulement quelques heures, puisqu'on ne dépassera pas pour vendredi les 8 à 10 degrés au plus chaud de la journée, sachant qu'avec le vent, le ressenti sera vraiment beaucoup plus froid. Donc on a un ressenti qui tournera autour des 3 à 4 degrés. Donc vraiment un ressenti qui va être hivernal avant un week-end qui s'annonce effectivement plutôt mitigé et en deux parties. Ouais. Les Bouches-du-Rhône seront donc en vigilance jaune pour vent fort. Demain, la ville de Martigues annonce des fermetures et des reports concernant certaines animations de fin d'année. Alors pas de marché de Noël ni même de manège. Demain, ils seront fermés toute la journée pour des raisons de sécurité, vous le comprendrez. La diffusion du mapping dans le quartier de Lille prévue demain, elle est décalée à samedi pour 3 soirées jusqu'à lundi entre 17h30 et 21h. Quant aux autres animations prévues ce week-end, elles sont pour l'instant maintenu puisque cet épisode devrait être éphémère, intense mais éphémère. Les informations et la programmation sont à retrouver sur le site martiguebouche.fr. Et puis rien n'est moins sûr pour l'inauguration de la patinoire à Port-de-Bouc demain soir avec la participation de la famille Maritima. N'hésitez pas à consulter notre site maritima.fr pour en savoir plus. Une autre patinoire éphémère qui est de retour, c'est celle de Marseille. Depuis samedi dernier, les Marseillais profitent de cet espace aménagé par la ville. Hormis la patinoire, plusieurs activités sont en place sur le quai de la Fraternité, à quelques pas du Vieux-Port. Voyez plutôt le reportage signé Nordine Ali Saïd. Une 4e édition de la patinoire éphémère gratuite sur le Vieux-Port de Marseille qui attire toujours autant de visiteurs. Parents et enfants, tous se prêtent au jeu, mais les Marseillais sont-ils des experts du patinage? Non, j'ai jamais fait moi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas de chaussures moi pour... J'ai jamais fait. Moi. Je vais pas tomber. Je crois que je suis trop forte. J'étais en train de faire le tour de la patinoire et je suis tombée 2 fois. Non, ça va, mais c'est que j'apprends à ma fille, donc ça c'est rigolo de partager ça avec ma fille, c'est trop cool. Ouais. Difficile de l'avouer pour les parents, mais les enfants semblent bien plus à l'aise et c'est peut-être l'essentiel, comme le souligne Binta, qui regarde son fils patiner. Ça va, il se débrouille quand même. En tout cas, il est content, nous aussi on est contents. Si les enfants sont contents, nous les mamans, on est contents nous aussi. Binta, dites-moi, est-ce que vous allez vous essayer à la patinoire? Je pense, oui, je vais essayer un peu. Depuis samedi, 2000 personnes par jour visitent cet espace où se trouve également une piste de luge de 3 couloirs. Et les Marseillais seront gâtés car en plus de ces activités, d'autres événements sont prévus comme nous l'explique le coordinateur Annie Saïdani. Et tenez les enfants, tenez le petit cadeau de Noël. Dès ce samedi, il y aura une animation avec un feu d'artifice prévu ici sur la patinoire. Aux alentours de 16h, on ferme la patinoire et on a des animations prévues avec la venue de magiciens, de distribution de boissons et de distribution de ballons. Chaque jour aussi, on met en place de la distribution de bonnets gratuits. Un air de Noël donc à Marseille avec le village des Santons et le village des enfants qui sont toujours présents. Toutes ces animations prendront fin le 5 janvier prochain.
La ville de Marseille précise que cette patinoire, bien qu'elle ne soit pas en véritable glace, est entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés qui garantissent un impact écologique réduit. Attention toutefois, pour vous, futurs visiteurs, le port de gants est obligatoire pour y accéder. La sécurité, c'est vrai que c'est important. Allez, on garde le meilleur pour la fin, les 13 desserts. C'est un peu le porte-bonheur de Noël. S'il y a bien une tradition provençale, eh bien, c'est celle-ci, les fameux 13 desserts. Et si on l'appelle, si l'appellation est toujours fortement enracinée, eh bien peu de monde est encore capable de les citer tous, d'autant que la liste a évolué avec le temps et en fonction des territoires. Ainsi, du côté des indétrônables que sont les amandes, les figues, les raisins secs, les noix, eh bien, il y a les 4 mendiants, les calissons ont fait leur apparition, mais uniquement dans le pays d'Aix. Autre incontournable, la pompe à huile, ou un peu moins connue aujourd'hui, mais toujours aussi prisée des connaisseurs, le fameux gibassier. Michel Montagne s'est rendu à Aix, au bien nommé marché des 13 desserts, où il a rencontré Pierre Piantino. Il est fabricant réputé de cette pâtisserie typiquement provençale. Regardez. Si l'ordre du gibassier existait, Pierre Piantino en serait l'un des grands maîtres. Pour certains, le gibassier est un cousin de la pompe à huile. Pour Pierre, c'est la même chose, mais pas tout à fait non plus. Le gibassier, c'est l'appellation provençale et la pompe à l'huile, c'est la tradition française. Après, il y a différentes recettes. Il y en a qui les font en brioche, d'autres qui les font à l'anis, d'autres qui les font... Il y en a même qui le font au beurre, vous vous rendez compte? On est en Provence quand même, faut pas déconner. La tradition, c'est à l'huile d'olive. Et après, zeste d'orange, zeste de citron pour Aix-en-Provence. Mais après, quand vous allez un peu plus sur Marseille ou Salon de Provence, c'est surtout l'anis. Du côté de ces restes, on va les faire très secs à la cassonade, ainsi que dans le Luberon. Regardez, la maison Béchat, ils les font en brioche. Chacun a sa recette, chacun a sa façon de faire, comme la daube, comme la bouillabaisse. Voilà. C'est votre recette ou c'est un héritage? C'est un héritage, c'est l'héritage. Enfin, on avait une boulangerie à la rue Esparia avec le gibassier. Et quand on a acheté le magasin, on a acheté le magasin et la recette. Donc on est monté jusqu'aux années 1900. Donc c'est une très très vieille recette. Après il faut arrêter, les gens ils disent que je fais le meilleur, mais mes confrères c'est pas des couillons non plus. Tout le monde travaille avec son cœur et sa générosité. Aixoise, Marie-Josée Bolla vient s'approvisionner exclusivement chez Pierre Piantino. Et pas question de la tromper sur la marchandise. Ah, le gibassier. La fabrication du gibassier. Ça c'est un secret. Ça ne se transmet pas. C'est un dessert de Noël qui fait partie des 13 desserts. Voilà, et c'est un incontournable, surtout quand on est du métier, un incontournable. Vous étiez boulangère? Oui. Ah ouais. Étant donné que mon père était boulanger-pâtissier sur Aix, mon mari est pâtissier. Ce qui est un honneur pour moi, c'est quand d'anciens professionnels et beaucoup d'anciens boulangers-pâtissiers d'Aixois et même pâtissiers actuels viennent chercher le gibassier chez nous. Donc ça, c'est une sacrée reconnaissance, oui, bien sûr, bien sûr. Nous devenons des spécialistes de ce produit, avec beaucoup d'humilité. Eh ben ça donne envie. Ce marché des 13 desserts à Aix vous attend. Place François Villon aux Allées Provençales, à 2 pas de la Rotonde, tous les jours jusqu'à la veille de Noël, 14h. Profitez-en. Et puis, enquête gourmande complète à venir sur notre site maritima.fr. Les 13 desserts n'auront plus aucun secret pour vous. Allez, c'est la fin de ce journal. Il commence vraiment à faire très frais. Et puis, le vent ne va cesser de monter. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se dit à demain. On sera sans doute à l'abri. En tout cas, portez-vous bien. Bonne soirée.